vous savoir bien installé pour ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Eh bien, ce n'est pas d'une politique de logement étatique qu'il sera question en soi, mais nous parlerons des démolitions au Bénin, surtout celles des particuliers, après des décisions de justice rendues ça et là. Nous en aborderons les caractères humanitaires et éthiques. La problématique, mesdames, messieurs, vous le savez mieux que moi, appelle des approches diverses, mais la question reste et demeure, doit-on démolir des logements? Sénaléa Glagos, c'est un plaisir de vous avoir avec nous encore une fois. Peace Mouya, c'est un plaisir de vous retrouver, surtout de retrouver tous nos internautes sur nos différentes plateformes, notamment sur Reporter Bénémonde et sur Culture TV, Culture Radio. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre et surtout n'hésitez pas à interagir avec nous. Cela nous permet de savoir que ce que nous faisons vous agrée et de nous améliorer forcément. Nous avons deux invités pour ce Politique sans tabou, l'un en ligne et l'autre dans ce studio. Landry Adelacon est juriste, spécialiste des droits humains. Landry, bienvenue à vous. Bonsoir, chers journalistes, et bonsoir également à vos internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à votre co-débatteur qui est en ligne, Arsène Yaovi. Il est acteur politique. Arsène Yaovi, bonsoir. Il va nous rejoindre, si tout va bien, dans quelques minutes sur ce plateau. On va donc démarrer tout de suite nos échanges avec vous, Landry Adelacon, pour savoir déjà ce que vous pensez déjà en tant que spécialiste des droits humains sur ces questions de démolition dans notre pays, le Bénin. Au Bénin. Déjà, je dirais tout simplement que nous sommes en train de constater depuis quelques jours qu'il y a une décision de justice qui est en faveur d'une partie au procès, et donc depuis quelques temps ils sont en train de faire l'exécution. C'est l'exécution de cette décision-là, mais cette décision malheureusement est en train de nous, je dirais l'exécution de cette décision est en train de nous renvoyer un aspect pas trop commode, pas trop beau de ce que l'on aurait souhaité pour le vivre ensemble et pour la vie en société. Et nous constatons tout simplement des démolitions un peu partout, surtout à Calavi, pour être précis. À Calavi, pour être précis, du fait que les gens sont gagnés. Et donc, en toute logique, lorsque vous gagnez une décision de justice, il faut quand même œuvrer à l'exécution de la décision de justice. C'est ce qui est en train d'être fait. Et malheureusement, je ne maîtrise pas trop le fond, mais je sais une chose, c'est qu'en termes de procédure, on peut trouver à dire. On peut trouver à dire parce que le législateur béninois, depuis 2013 déjà, même avant la modification intervenue en 2017 du Code foncier domanial, avait déjà prévu des mécanismes qui quand même renvoient au visage humain que pouvaient avoir les questions de foncier ou les questions qui ont trait au domanial dans notre pays. Et donc, même dans l'exécution, il y a également le visage humain que le législateur a voulu que l'exécution puisse avoir. En quoi le visage humain que le législateur a prévu consiste? Et en effet, le législateur a prévu que lorsque vous avez une décision à exécuter, donc une exécution forcée par exemple, et que cette exécution-là puisse être précédée d'une phase de négociation, de conciliation, de gestion à l'amiable, voilà, de règlement à l'amiable, ce qui fait que la partie perdante pourra discuter avec la partie gagnante pour voir par quelle voie, par exemple, la partie perdante pourrait racheter ce qu'il est en train de perdre ou bien ce qu'il a perdu carrément en justice. Parce qu'on suppose que le terrain vous appartenait déjà ou bien l'immeuble, bon, je vais parler d'immeuble bâti cette fois-ci. Et donc l'immeuble dont la maison vous appartient déjà et que vous y vivez peut-être depuis 5 ans, 10 ans ou 15 ans pour certains. Vous venez de la construire. Oh oui, c'est aussi possible, vous venez de faire un lourd investissement, même si c'est un léger investissement. De toutes les façons, vous venez quand même de faire des investissements sur ce domaine-là. Donc on vous dit, puisque vous êtes déjà là, on permet quand même à ce que vous puissiez discuter avec l'autre pour voir quelles sont les options. Donc l'option de rachat vous est reconnue par le législateur. L'idée en fait c'est de garantir, c'est de sécuriser chacun en vous reconnaissant, vous qui avez gagné vos droits en tant que partie gagnante, mais en reconnaissant aussi qu'il faut quand même sécuriser, il faut veiller à la stabilité, il faut veiller à la sécurité en termes de, je vais dire, de vie, de mode de vie ou d'endroit de vivre et garantir surtout le droit au logement. C'est aussi ça, c'est l'une des déclinaisons de la garantie du droit au logement. Donc pour cela, on dit, vous avez le droit au rachat, donc l'autre a gagné, c'est vrai, mais maintenant nous allons discuter du prix, du montant, pour que moi, cette fois-ci, je puisse quand même racheter, puisque je suis déjà là, donc maintenant,
maintenant je vais vous payer et là, vous aurez certainement le temps d'aller acquérir peut-être des immeubles non bâtis ou bâtis encore quelque part. Donc, c'est pour vous dire que le législateur a compris que la question du logement, la question des domaines, c'est une question vraiment très essentielle. Donc, on ne va pas créer la zizanie en société, mais permettre à ce que vous qui avez gagné, vous soyez dans vos droits et moi aussi qui, et malheureusement peut-être j'avais déjà fait des investissements, je puisse continuer à vivre là, mais tout en payant quand même ce que je dois payer aux désormais Parce que la propriétaires décision n'a légaux et pas été en légitimes. ma faveur. Oui, justement parce que la décision n'a pas été en ma faveur, mais on vous permet de ne quand même pas vous déguerpir aussi facilement. En tout cas, c'est l'option qui est réservée, mais il faut dire qu'après, on peut ne pas s'entendre parce qu'après, le législateur a également prévu les cas d'échec, Ok. échec de la négociation. Le législateur estime qu'en cas d'échec, si on n'arrive pas à s'entendre, vous ne me revendez pas ou bien c'est le montant qui ne vous agrée pas, alors je serai obligé, moi, partie perdante, de vider les lieux. De vider les lieux. Et là, dans cette mesure-là, le législateur a estimé que s'il en est ainsi, il faut quand même pouvoir me donner un délai pour que je puisse faire peut-être ramasser, je vais dire ça comme ça de façon triviale, hein, ramasser un peu mes bagages et tout, bien m'apprêter aussi peut-être financièrement, psychologiquement, dans quelques mois. Je pense que ça doit être entre 3 et 6 mois et maximum pour que je puisse également me chercher ailleurs. Donc, c'est un cas également qui est prévu. Mais il y a un cas qui m'intéresse souvent quand on parle des questions de démolution. Et nous l'avons vu puisque nous ne sommes pas la première démolition dans notre pays. Non, Bien non, sûr. et surtout que ces dernières années, on a connu une vague de démolition au niveau des populations. Absolument. Oui. Et certainement, pour vous, journalistes, et certainement les internautes aussi, nous avons dû voir que dans un cas à Rome, je pense, si j'ai bonne mémoire, Oui, il y a à quelques Rome. années, voilà, l'État a dû faire une déclaration d'utilité publique. Oui. Oui. Vous voyez un peu, c'est ça en fait les mesures qui sont prévues par le législateur, qui renvoient au visage humain que peut avoir les questions de gestion de biens, immeubles bâtis ou non bâtis. Donc, il y a également ce côté-là qui est prévu, c'est que quand on considère que nous avons un domaine où, je vais dire, un immeuble qui s'étend sur au moins 5000 mètres, 5000 mètres carrés, et on autorise l'État à faire la déclaration d'utilité publique. Et donc l'État fait la déclaration d'utilité publique, c'est une procédure qui veut dire tout simplement que l'État en a besoin. Oui. L'État en a besoin, et quand on finit la déclaration d'utilité publique, en réalité, c'est l'expropriation qui suit, parce que c'est une phase vers l'expropriation. Donc, puisque l'État en a besoin, vous autres qui êtes propriétaires, vous n'êtes plus en réalité propriétaires. Oui. C'est désormais l'État, mais maintenant l'État est appelé à faire le dédommagement. Donc Mais l'État va généralement, maintenant vous ces dédommager. dédommagements ne se passent pas bien parce que l'État vous rachète vos biens carrément à prix forfaitaire. Ben, vous voyez ça, c'est encore, je dirais, c'est encore une autre préoccupation. Effectivement, les gens s'en parlent, ça grouille un peu partout, souvent quand il s'agit des questions d'expropriation. Mais ce que l'on sait, c'est que l'État, bon, vous savez, l'État est fort, hein, mais ce que l'on sait techniquement, c'est qu'il y a des commissions qui sont mises en place qui gèrent les questions de déclaration d'utilité publique, les questions d'expropriation et aussi, comment on appelle, l'évaluation des biens. Et il faut dire que généralement, ce qui choque, c'est l'appréciation des biens. Les biens, à quel moment on fait la déclaration et à quel moment on apprécie. L'État estime que peut-être que le mètre carré est à tel montant, ce qui n'est pas nécessairement ce que vous autres, en tant que propriétaire terrien, par exemple, vous auriez souhaité. Donc ça fait que généralement, ça pose un problème, effectivement. Mais il faut vous dire que sur le principe, et ça permet de garantir quand même le droit au logement, ça permet de garantir la sécurité des uns et des autres, et ça permet de pacifier le pays, ça permet quand même de donner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un visage humain et respecter l'humanité tout simplement. Je suis d'accord avec vous. On vérifie si M. Arsène Arsène est en ligne, d'accord. Yaoui est en ligne. Oui, fils, bonsoir Léa. Vous avez suivi notre première préoccupation? Chez moi, bon, je fais les vivres, oui. Pensez déjà de ces différentes sortes de démolitions de plus en plus fréquentes dans notre pays. En tant qu'élu local. Voilà, et acteurs politiques. Très bien. Plus fréquente au Bénin en tant qu'élu local, en tant qu'acteur politique.
Tout a En fait, été avec je lui. voulais relancer avec Landré Adélacou en voulant savoir. Parce que quand on prend les tests, je ne sais pas il faut lire la portion du code, mais parce que là, moi j'ai un petit trouble dans ma tête et je suis sûre que c'est également la même chose dans la tête des populations. L'article 55, si je ne me trompe, dit exactement ceci, que l'obtention préalable d'un permis de démolir est requise pour toute personne qui désire démolir sans reconstruire tout ou partie de. Et ils ont cité immeubles inscrits sur l'inventaire du patrimoine culturel, zone délimitée à l'intérieur des périmètres sensibles, nuisance au voisinage, à l'ordre public, à la sécurité publique, ouvrage situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, situé dans une zone à restaurer délimitée par un document d'urbanisme régulièrement approuvé. On dit maintenant sont exemptés du permis de démolir les démolitions exécutées en application d'une décision de justice devenue définitive, les démolitions de bâtiments frappés de servitude de recueil en exécution de plan. Bon, c'est technique pour moi. Les démolitions effectuées sur des clôtures de moins de 2 mètres de hauteur sans intérêt architectural déclaré par l'autorité publique compétente, etc., etc. Et ma question, la voici. Là, moi, je me dis qu'on est dans deux cas. Il y a le cas où c'est l'autorité communale ou municipale qui décide de mettre en application une décision du permis de démolir. Et il y a un autre cas où c'est une décision de justice. Dans les deux cas, ça doit forcément avoir un visage humain, M. Adélacou. Même si l'État a la force. Oui, de toute évidence. La plupart du temps, là où ça pose problème, c'est quand c'est dans le domaine un peu privé, où ça concerne des conflits entre particuliers, la plupart du temps. Oui. La difficulté que nous avons au Bénin, peut-être qu'on va reconstruire un peu. Oui. La difficulté que nous avons, c'est que vous allez remarquer que depuis des années, nous avons un problème en ce qui concerne le foncier. Oui. Nous avons un sérieux problème en ce qui concerne le foncier. Et vous allez voir aussi que les modifications de la loi qui interviennent souvent aussi, c'est pour corriger certaines choses. Et même là, nous parlons, les gens ont déjà fait des évaluations, ils ont compris qu'il y a encore d'autres difficultés dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc, c'est ce qui fait qu'on a du mal à le faire. Mais en réalité, le principe de la démolition, tel que précisé à la disposition que vous avez lue tout à l'heure, c'est aussi pour sauvegarder un peu les intérêts des particuliers de tout le monde. Parce que ne l'oublions pas, l'intérêt ou je dirais la raison d'être premier de l'État, c'est également la protection des citoyens. Bien sûr. Et la protection des citoyens, c'est de s'assurer également qu'il n'y ait pas des infrastructures, par exemple, qui les mettent en danger. Bien sûr. Et donc, à partir de cet instant-là, c'est l'État qui agit ou carrément, lorsque vous-même, individu, vous estimez qu'il y a un problème, mais on veut que l'État puisse avoir son regard dans l'autorisation. Tout à fait normal. Maintenant, si nous partons du régime de l'exécution d'une décision de justice, c'est que l'État a déjà agi, puisque là, l'État agit par son bras qui est l'appareil judiciaire, et donc on n'a plus besoin en réalité du permis. Ce qui fait que, a priori, et les deux exécutions doivent avoir un visage humain. Et je pense peut-être que dans la pratique, cela peut prendre peut-être le contre-pied de ce que ça devait être, mais en réalité, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de la loi, la loi de 2013 telle que modifiée par la loi de 2017, c'est de donner un visage humain à tout ce qui touche au logement, au foncier. Moi, ce qui m'embête, c'est visage humain ou pas, est-ce qu'on a besoin de démolir des logements? Je comprends. Lorsque la zone n'est pas déclarée d'utilité publique et tout, et lorsqu'on est juste dans des conflits de particuliers. Très bien, ouais, je pense, est-ce que l'on a besoin de démolir des logements? Je voudrais d'abord commencer par répondre que, par principe, s'il n'y a rien, on n'a pas démoli. Mais nous avons besoin de démolir certains logements. Pourquoi? Certains logements. Je vous donne un exemple. Nous avons vu dans certains pays, peut-être pour ne pas les nommer, surtout quand on est trop connecté, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, on voit souvent. Tu es là, tu apprends que voilà, un immeuble de 4 étages s'est effondré hier avec, il emporte une dizaine de personnes sur son chemin et tout. Et là où vous questionnez pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on ait monté jusqu'à 1, 2, 3 niveaux et c'est après l'immeuble s'est affaissé. Donc il arrive aussi des cas où, après peut-être construction, les études révèlent, ça arrive, que l'immeuble là ne peut pas rester là ou bien l'immeuble constitue un danger pour les autres. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas eu construction sans permis de démolir, de construire. Je viens, vous allez voir tout à l'heure. Puisque nous sommes ici pour parler à nos internautes, il faut qu'on dise les choses clairement et sans tabou surtout. C'est-à-dire, vous allez constater on peut constater, ce que je dis c'est un fait, vous le savez, vous êtes des journalistes, vous le vivez également. C'est-à-dire, on a fini de construire et peut-être on se rend compte après que l'immeuble ne peut pas rester là. Ou bien que des études ont été mal faites. Et pourtant, vous l'avez dit, il y a quand même des autorisations, il y a des permis de construire. Donc, il faut aller voir. C'est pour cela que je dis on a des difficultés en ce qui concerne le foncier et tout. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait pu délivrer quand même le permis
Et c'est après, on se rend compte que, donc a priori, c'est à croire que le propriétaire, en réalité, n'a pas de problème, puisque l'autorité compétente lui a délivré en temps le permis. Autorisation. Mais on s'est rendu compte que certainement qu'il y a eu mal d'ordre, il y a eu peut-être magouille et tout. On sait comment ça se passe aussi. Hein. Ça, ce sont des réalités africaines aussi. Donc, si on arrive, malheureusement, si on arrive à trouver que ce petit meuble-là, par exemple, constitue un danger, on peut quand même essayer de dire, bon voilà, il faut démolir. Mais ce n'est pas ça qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est lorsque l'immeuble a été construit et tout s'est passé dans les règles de l'art. Ouais. Et qu'il n'y a pas eu d'anomalie. Donc, pour des questions entre particuliers, est-ce que l'on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là. Des questions d'héritage, par exemple. Voilà. Moi, j'en ai été victime. On avait loué chez un propriétaire et après, on apprend que c'est des héritiers et tu payes le loyer le matin. Tu payes le loyer le matin et 2 heures plus tard, on vient exécuter une décision de justice. Et donc, tu rentres précipitamment à la maison et tu vois qu'une partie de l'immeuble est déjà démolie. Donc, moi, je dis, mais comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Malheureusement, est-ce qu'on est obligé de démolir dans ces cas-là? C'est des cas en réalité qu'on ne devait pas vivre. En réalité, c'est des cas qu'on ne devait pas vivre parce que les juges aussi ne sont pas, comme on dit, ils ne sont pas des enfants. Ils savent, ils sont dans le pays, ils sont dans la société. Eux aussi, dans leurs différentes familles, sont confrontés à ces problèmes-là d'héritage. Voilà, l'autre vient, il dit c'est moi et puis. Donc il y a cette difficulté. Mais en réalité, le principe, ce n'est pas d'aller directement à la démolition. Mais le principe, c'est que quelqu'un a gagné un dossier de justice. Si quelqu'un a gagné un dossier de justice, on sait le principe, c'est l'exécution de la décision. Mais la loi dit, puisque c'est une question d'immeuble, il ne faut pas rapidement aller à la démolition. Il faut permettre aux occupants, bon voilà, celui qui estimait qu'il était propriétaire, quoi, donc de faire ce qu'on a appelé le rachat. Ça dit, je suis déjà dedans, donc on me permet maintenant de racheter ça puisque je l'ai perdu. Mais la loi dit, au cas où je n'ai pas les moyens ou bien on ne s'est pas entendu à la négociation, au règlement à l'amiable, on peut passer à la démolition. Mais là encore, la loi donne encore un délai que la partie gagnante doit observer avant que la démolition ne soit effective. Et j'ai dit, il y a même un cas où on a dit 5000 mètres carrés, alors l'État peut aller à la déclaration d'utilité publique. Donc pour moi, quand on observe, c'est qu'il y a eu tellement assez de garanties pour éviter la démolition. Mais effectivement, après, on va constater qu'il y a eu démolition. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? En réalité, je me dis peut-être qu'avec la nouvelle cour qui est mise en place des affaires foncières, peut-être que les choses vont davantage s'arranger pour que l'on puisse penser à effectivement ne pas démolir à partir du moment où les gens sont là, pour que l'on puisse trouver quand même un canevas. Mais il faut dire, n'oublions pas, il y a quand même un conseil consultatif qui veille un peu. On en parlera, qui joue au médecin après la mort, surtout au Bénin. Arsène Yaovi doit être là en ce moment. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes élu local, d'ailleurs, dans une commune où les problèmes de démolition sont de plus en plus constatés. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe? Comment est-ce que vous le vivez à l'épreuve, je ne sais pas, de tous les jours, au quotidien? Merci beaucoup. Je voudrais m'excuser pour les désagréments. Alors, je voudrais dire que c'est un sujet très préoccupant et comme vous l'avez, mais Calabi aujourd'hui se révèle comme étant la commune où la mafia foncière est bien installée. Et ça, c'est bien malheureux. Et c'est également une commune où il y a beaucoup de décisions de justice qui sont rendues de certaines familles autochtones ou non qui revendiquent la propriété sur certains domaines. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe est ahurissant, bien regrettable pour notre commune et pour les populations. Et le dernier en date, vous l'avez appris, c'est la démolition de plus de 10 maisons dans le quartier Tankwe, dans l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. Et plusieurs familles sont indexées. Et aujourd'hui, lorsque la décision a été rendue et que les familles, l'huissier de justice, je crois, et les forces de l'ordre sont arrivées sur le terrain, malgré les populations, malgré tout ce qu'on disait, les élus, tout le monde, malgré tout ce qu'on disait, la décision a été exécutée. Les maisons ont été cassées. On a mis dehors des gens qui sont dans ce quartier depuis 40 ans, 45 ans, 50 ans.
Et ceux-là dorment encore à la belle étoile aujourd'hui. Il pleut, nous sommes en saison pluvieuse et on voit les populations encore dehors. J'ai grandi dans ce quartier avec des gens. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis presque né à Tankwe avec d'autres. Mais je vois que ceux avec qui j'ai grandi dans ce quartier, on les a mis dehors avec leurs parents. C'est ce Alors qui se qu'ils ont passe. toujours été dans ces maisons-là, c'est ça? Ils ont toujours été dans ces maisons-là. C'est ce que nous ne comprenons pas. Ils ont toujours été dans ces Est-ce maisons-là. qu'en tant qu'élu Ces local, vous maisons-là avez ont documenté ont la été situation? recadrées. Qu'est-ce qui se passe pour que des personnes qui ont vécu plus de 30 années dans des maisons, aujourd'hui, se trouvent délogées de cette façon-là? Mais c'est la mésentente entre les frères d'une même famille. Tu vois, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Voyez-vous, c'est la mésentente entre les frères d'une même famille. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, une partie de la famille se lève et dit, l'autre partie de la famille qui vous a vendu le domaine n'était pas habilité à vendre le domaine, c'est notre domaine. Et les gens présentent des documents pour dire que c'est eux qui devraient vendre le domaine, que ceux-là n'avaient pas ce droit, alors qu'ils sont de la même famille. On va au procès, on passe partout, on va à la Cour suprême et tout, on donne raison à la famille qui estime que c'est elle qui a le droit de propriété sur le domaine. Et cette famille demande aux gens qui ont acheté depuis des décennies de dégager. C'est ça que je ne comprends pas en tant que citoyen. Je ne comprends pas ça. Que des gens vivent dans... Comment on peut savoir, il y a 40 ans, il y a 45 ans, il y a 50 ans, que ce domaine que l'on est en train de me vendre, qu'il n'y avait pas des conventions de vente de parcelles comme aujourd'hui. Comment on peut imaginer que 50 ans, 40 ans, 30 ans après, que les petits-enfants de ceux qui vous ont vendu viennent vous dire que pendant que leur grand-père vous avait vendu ce domaine-là, que eux, ils n'étaient pas associés, que leur papa n'était pas associé. Comment on peut comprendre ça? Ça ne s'entend pas. Oui, mais monsieur Ça ne Yaoui, s'entend pas. Voilà oui, ce monsieur que nous Yaoui, vivons à Calavi, par oui, exemple. monsieur Yaoui, Oui. c'est ce que vous vivez. Vous parlez en tant que citoyen. Mais ce qui choque, c'est qu'on est tous d'accord que les causes sont profondes. C'est dû peut-être à des mésententes, à des querelles d'héritage, à beaucoup d'égo humain. Mais ce qu'on ne comprend pas, nous, en tant que journalistes par ici, c'est pourquoi est-ce que, même si on doit exécuter cette décision, on ne prend pas le temps d'aller à la conciliation, on ne donne pas du temps à ces personnes, encore que même quand l'État veut déguerpir, l'État donne au moins la possibilité aux gens d'être relogés, de trouver d'autres logements. Pourquoi est-ce que dans ces cas précis, où il y a mésentente dans les familles, on y va tout de go et on fout les gens à la porte? Et pour compléter, Je vous explique, pour le cas de Tankwa, je vous explique ce qui s'est passé. monsieur Yaoui, de rester dans la posture du citoyen. En tant qu'élu local, en tant que politique, est-ce que c'est des débats que vous faites? Parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre prise de parole que malgré l'intervention des autorités communales, la décision de justice a quand même été rendue. Est-ce que ça veut dire que face aux décisions de justice rendues de façon anarchique, de ces façons-là, enfin, excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que l'autorité politique, le pouvoir étatique n'a aucun pouvoir, c'est ça? Enfin, l'autorité politique n'a aucun pouvoir, c'est ça? Vous n'avez aucune marge de manœuvre? Vous n'avez aucune marge de manœuvre, c'est ça? Nous n'avons a priori aucune marge de manœuvre lorsque la décision est rendue. Parce qu'on ne s'oppose pas à une décision de justice. Le seul, c'est pour ça que pour le cas de Tankwe, je n'ai appelé au secours qu'une seule personne. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Et pourquoi? C'est lui seul qui peut dire, oui, c'est lui qui peut dire, par rapport au domaine querellé et au regard du drame qu'il y a ou qui pourrait être créé, je déclare par exemple le domaine ou la zone d'utilité publique. Lorsque le gouvernement ou le président de la République prend la décision de déclarer la zone d'utilité publique, ça veut dire que la zone n'appartient plus à la zone, appartient. Oui, mais et à partir du moment où... Ah, non, attention. Les gens restent d'abord, pendant que l'État déclare la zone d'utilité publique, les citoyens, les gens restent d'abord. Et l'État trouve les solutions pour soit reloger les gens, ou soit dédommager en question et laisser les gens continuer à vivre là.
c'est déjà Allez-y. passé. C'est plus de dizaines de familles qui sont concernées. Mais l'État a déclaré la zone d'utilité publique. Le cas de Tankwa, c'est un cas qui nous a tous surpris. Vous avez dit que vous étiez C'est un proche cas qui nous surpris. des victimes. Est-ce que vous allez nous dire, monsieur Arsène Yaovi, qu'à aucun moment ces dernières années, vous n'avez été informé en tant à défaut même en tant qu'élu local, enfin en tant qu'autorité communale, de ce cas-là existant dans la zone, c'est ça? Je vous jure, je n'ai pas au courant de rien. C'est le jour où la casse a été faite que j'ai été informé. Et quand le préfet est venu sur les lieux le lundi qui a suivi, le préfet même l'a dit qu'il n'était pas au. Et l'association qui a été créée dans le quartier pour la cause des concernés, l'association a dit qu'elle a envoyé des courriers à monsieur le préfet au CA. Le CA a reconnu qu'il a effectivement reçu un courrier de l'association. Mais nous, moi, en tant que municipal, en tant que fils de Tankwa, moi qui ai grandi là, je n'étais pas au courant. C'est justement ça qui a énervé le préfet pour dire, mais attends, il ne peut pas avoir une situation du genre, vous allez rédiger des courriers envoyés de livres. Donc, on a tous été sur ce jour-là. Mais je veux vous souligner que dans le groupe des concernés, il y en a qui ont réussi à négocier les familles et qui ont racheté leurs parcelles. Ils sont 4 qui ont racheté. Et ceux-là n'ont pas été cassés. Ceux qui étaient cassés, c'est ceux qui n'avaient pas de moyens. Parce qu'il faut discuter, hein, ceux qui ont gagné le procès et les familles, ils ont discuté quelques fois. Et la condition était que les gens, les parcelles, sinon, être dégagées. Mais tant d'entre eux ont payé, ont racheté les parcelles à 15 millions, à 20 millions. Dites-moi aujourd'hui, combien sommes-nous? Combien de retraités aujourd'hui traités, veuves, malades, est en mesure ou sont en mesure de racheter une parcelle de 15 millions, 20 millions? Une parcelle que vous avez achetée il y a 30 ans à 300 000, à 200 000. Monsieur Adélacon, moi, tout de suite, je vous interpelle. Est-ce que vous ne voyez, vous êtes juriste, donc vous allez assumer. Est-ce que vous ne voyez pas que finalement, on rend de justice que pour les riches dans notre pays? Oh non, je pense Apparemment, que ce serait trop osé de croire quelque chose comme ça. Je ne vais pas le dire ainsi, mais je constate juste que l'appareil étatique a manqué de synergie à un moment donné. Oui, à un moment donné, parce que nous l'avons dit, et M. Yaovi l'a rappelé tout à l'heure, nous avons dit que déjà le législateur a fait son travail, en donnant un visage humain à la chose, en disant, quand il y a décision, exécution forcée, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller directement à la démolition. Il faut permettre aux gens de discuter, de négocier, de faire une conciliation, donc un arrangement, pour voir si on peut racheter. Et selon ce qu'il a dit, il me semble que cela a été fait par une certaine partie au moins. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent. Donc, voilà une première phase. Et on dit qu'après cela, il faut donner un délai aux gens pour qu'ils puissent maintenant quitter et que vous puissiez le faire. Mais j'ai rappelé aussi que le législateur même a dit que lorsque vous avez, c'est-à-dire une démolition qui doit s'exercer sur un domaine, un espace cumulé de 5000 m², que l'État est habilité à faire la déclaration d'utilité publique. Et c'est là où il y a faillite. Justement, c'est là où j'en viens. Parce que si à ce moment-là, on considère que... Si l'État n'est pas informé, voilà. n'est pas informé... c'est justement, je dis, il y a un problème au niveau de l'appareil étatique. Pourquoi? Il y a une décision de justice qui a cette envergure-là, dans un État. Cette envergure-là, où on va mettre toute une population à l'aile libre à la belle étoile, et on va me dire que l'État n'a pas l'information. Ça pose un problème sérieux. Vous voyez, ça dit ça pose un problème. Or, si l'État, je veux dire les gouvernants, si les décideurs au niveau central surtout, avaient l'information, on aurait certainement anticipé comme on l'a fait pour le cas de Womé. On l'a rappelé au début, ce n'est pas la première fois. On aurait dû le faire, mais cela n'a pas été fait. L'information malheureusement n'a pas circulé. On a dit, l'élu ne le sait pas, le CA peut-être, bon, le préfet pas du tout. Donc, finalement, l'information n'a pas circulé entre la juridiction qui a rendu et ceux qui viennent exécuter, et même peut-être le conseil consultatif foncier qui aussi n'a pas l'information. Du coup, les gens ont été mis. Malheureusement, les gens ont été mis face aux faits. Mais vous savez, généralement, dans ce genre de situation, déjà même les personnes qui doivent être démolies,
tellement c'est Psychologiquement, impensable oui. qu'elle qu'ils n'arrivent pas, sinon qu'elles n'arrivent pas à accepter qu'on puisse les démolir après être restés dans une maison 35 Toute ans, leur vie. 40 ans après. Et parfois, les personnes qui ont bénéficié de la décision de justice n'informent même pas les autres d'avoir obtenu le permis de démolir. C'est ça. Alors que, selon ce que la loi nous dit, lorsque vous obtenez un permis de construire, vous avez même l'obligation de l'afficher sur le domaine, Oui. la parcelle sur Voir laquelle en vous question. voulez. Voilà. Mais il n'en est pas autant pour le permis de démolir. Est-ce que déjà la loi, telle que pensée par le législateur, ne crée pas une défaillance et n'encourage pas la malice des personnes qui finalement bénéficient Sont de de mauvaise cette, foi. voilà, de ces décisions de justice? Malheureusement ou heureusement, la loi ne saurait tout prévoir. La loi, comme on dit, il n'y a pas de meilleure loi. C'est l'exécution, je vais dire l'application de la loi qui va faire que l'on va dire que nous avons une bonne loi. Si la loi elle est meilleure et qu'elle est mise dans les mains des gens à intention lugubre, soyez sûr que nous serons en train de parler d'une mauvaise loi. La loi, je conviens que le code foncier a certainement des imperfections, mais sur cette question-là, moi je continue de dire qu'il n'y a même pas de difficulté à ce niveau-là. La question elle est claire, la loi elle a réglé. C'est au niveau c'est au niveau des autorités, tant judiciaires que politiques, ça dit, je veux parler du pouvoir central surtout. Pourquoi je le dis? Regardez la loi. La loi, pour moi, me semble avoir été violée dans cette affaire-là. Pourquoi? La loi dit que vous ne pouvez pas faire une exécution forcée de démolition en période pluvieuse. Il me semble que nous ne sommes pas en période de saison sèche. Nous ne sommes pas en période de saison La loi sèche. l'a dit. Donc vous et moi, Donc, il chers faut journalistes, situer les responsabilités. oui, donc qu'est-ce que nous voulons encore que la loi dise? La loi dit, en période pluvieuse, vous ne pouvez pas faire démolition. Les gens l'ont fait. Violation de la loi, c'est très simple. Vous êtes activiste des droits humains. Est-ce que par rapport à ce cas-là, vous vous en êtes saisi parce que vous appartenez à un groupe qu'on appelle le Quintet et on vous reconnaît Ben oui. comme des défenseurs des droits humains. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que la situation est posée? Il faut dire que des fois, vous vivez des expériences qui vous découragent parfois parce que le béninois. Je voudrais rapidement vous dire une expérience. Dans le cas de Fieillon 1, Ouais. Fieillon, lorsqu'on a été cassé les gens à Fieillon, nous étions chez nous quand nous avons vu, comme on a vu le cas de Tampé. Ah mais on s'est dit, mais c'était aussi en période pluvieuse, qu'ils vous souviennent. Ouais. Mais on a dit, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas. Donc nous on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a envoyé une délégation de 2 ou 3 personnes sur le terrain pour discuter avec les riverains et voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ils se sont confiés à nous et on a dit, d'accord, ce que nous allons faire, nous allons vous aider. Et on ira devant les juridictions, au moins là-bas, on pourra faire le tapage pour que l'autorité puisse rapidement comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas correct. Et ils ont dit, d'accord, ils sont prêts. On dit d'accord, nous allons élaborer, nous allons rédiger les différentes requêtes et tout. Si vous êtes d'accord, vous allez signer. Et puis nous, on va agir maintenant en assistance. Nous, on va vous représenter devant les juridictions pour cela. Ils disent d'accord. On l'a fait, on est venu. On dit bon, très bien, voilà, c'est ceci. Ceux qui ont étudié parmi eux, venez lire. Ils ont lu, c'est bon, très bien. Maintenant, puisque vous êtes d'accord, vous allez signer. Mais pour pouvoir signer, chacun va prendre et il va faire sa propre photocopie. Vous voyez? Faire sa propre photocopie, là où nous avons mis les pointillés, vous allez renseigner vos noms et numéro de téléphone. Mais nous, on met nos contacts également en tant que représentants. On a fini, on est allé, bon, finalement on a pu avoir 14. Au départ, on avait eu assez de gens qui étaient intéressés. Quand Mais on est peu étaient revenu, prêts. merci beaucoup. Quand on est revenu, c'est là où vous vous dites, mais le béninois finalement, c'est quoi le problème? On est revenu, peu étaient prêts, ils étaient 14. On est d'accord? On saisit la Cour constitutionnelle. Je vous assure tout, c'est l'une des rares occasions où nous en parlons publiquement. Hein. Nous étions là quand on nous a balancé une vidéo d'un monsieur dont j'oublie le nom parce que je n'ai pas voulu garder son nom. C'est pas grave, allez-y. C'est un homme d'un certain âge. Qui dit? Qui mobilise une chaîne de télévision là et qui met tout un tas de papiers, de requêtes. Je sais comment il a pu faire des photocopies pareilles. Et il dit que lui, il était le président de l'association de développement de Fieillon 1. Il dit que lui, il a intercepté. C'est le verbe qu'il a utilisé. Vous voyez déjà l'intention. Il dit qu'il a intercepté tous ces documents-là et que des gens sont venus pour leur créer des problèmes alors que le chef de l'État n'est pas comme ça. Le chef de l'État veut les aider. Pendant ce temps, ils étaient à la belle étoile hein, pendant qu'ils disaient ça. Et que le chef de l'État veut les aider et que les autres veulent les créer des problèmes et qu'ils savent que ce sont les politiciens, dont les opposants au régime du président Patrice Talon qui ont suscité ces supposés juristes-là et tout. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On était scandalisés, on s'est dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il faisait partie des personnes qui ont signé vos documents? Non, lui n'a pas signé. Il est le président de l'association de développement, quelque chose de Fieillon 1. Et à la Cour constitutionnelle, vous avez laissé tomber? On est là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
bon, on poursuit, il n'y a pas de souci. Puis on a déjà on va poursuivre. Mais quelques temps après, la même personne, il fait une autre vidéo, environ 3 jours après. Et cette fois-ci, il s'attaque maintenant au ministre Tonato. Et il parle de sa résidence qui serait quelque part à Grand Popo, qui serait aussi proche de la mer. Parce que c'est là où on s'est dit, bon, finalement, il semble que notre... Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Et finalement, nous sommes allés devant le juge constitutionnel, la procédure a été faite. Mais il faut dire que ce que nous avons aimé, c'est que pendant que la procédure était en cours, l'État les a relogés. Okay. Ils ont été relogés quelque part à Papa. Et nous sommes également allés voir. Et c'était ça, nous, en fait, ce que nous on voulait. Donc, vous dites que quand vous vivez ça, finalement, ça vous décourage, que vous avez encore des cas pareils. Bon, monsieur Arsène Yaovi, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, ma question pour vous, et je pense que celle de Léa va suivre, qu'est-ce qui se fait, alors, depuis la situation par les autorités? Est-ce que vous avez un lien avec le conseil consultatif qui a bien voulu jouer le médecin après la mort tout dernièrement, dénonçant ce type de démolition chez nous? Est-ce que vous avez pris contact avec, comment dire, les victimes? Qu'est-ce qui a été fait en tant qu'autorité politique? Enfin, ou élu communal? Bon, merci bien, je suis en contact permanent avec les victimes. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est mon quartier, j'ai grandi là. Et voilà, donc, je suis parmi les gens tous les jours que le bon Dieu fait. Alors, le Conseil consultatif a rendu une très bonne décision. Aujourd'hui, cette décision calme tout le monde. Mais avant la décision du Conseil consultatif, il y a eu la décision issue de la séance tenue à la préfecture d'Alada le mercredi de la semaine dernière. Donc, déjà, à cette séance, il a été clairement dit que il n'y aura plus de nouvelles constructions sur les domaines cassés, les maisons cassées. Et donc, ceux qui ont racheté les maisons, il leur est interdit de construire sur les parcelles. Sur les ruines, il leur est interdit cela. Donc, si quelqu'un a déjà donné son argent à des familles croyant qu'il a le droit de propriété et qu'il peut construire, c'est interdit par le préfet. Très bonne nouvelle. Oui, c'est interdit par le préfet. Dans le même quartier de Tankwe, parce que Tankwe est très grand et s'étend sur 3 arrondissements, donc Godomé, Calavi Centre et Toba. Dans la même zone, il y a d'autres sous-quartiers qui sont concernés et par d'autres décisions de justice qui ne sont pas encore rendues. Alors, la décision prise à la préfecture est que les décisions qui sont en instance d'être rendues, pour le moment, quelle qu'en soit l'issue, il n'y aura plus de casse à Tankwe. Parfait. Il n'y aura plus de casse à Tankwe. Et c'est dans cet ordre d'idée-là que le conseil consultatif présidé par le ministre Gaston Dossoui a pris la décision pour dire que toutes les décisions de justice qui ont rapport à des domaines, à des maisons, et bien que ces décisions doivent parvenir au conseil consultatif foncier d'abord pour étude. Et je pense que avec toutes ces décisions, tout le monde est quitte. On sait que ceux qui ont acheté les parcelles, les maisons construites et qui espéraient qu'on casse et qui ont vraiment vu les maisons cassées, aujourd'hui ne peuvent plus construire, il n'y a plus de nouvelles constructions. Mais est-ce que monsieur Arsène Yaovi, sans vouloir vous interrompre, est-ce que oui. je continue de dire que le conseil consultatif a joué au médecin après la mort? Les situations, les problèmes de démolition dans la commune de Calavi ont toujours existé. Et pourquoi on n'a pas pris ce type de décision avant que ça n'arrive? Et qu'est-ce que ce conseil consultatif fait des personnes victimes de la dernière démolition Justement, c'est une méconnaissance de la loi, c'est une méconnaissance des dispositions. Le conseil existe, mais pas au courant de l'existence de ce conseil-là. Parce que s'ils étaient au courant de l'existence de ce conseil, ou soit ils sont au courant, mais ils ont ignoré le conseil et ont avancé et ont profité de la naïveté des populations pour casser. Parce que c'est clair, le conseil existe, il paraît, depuis 2 ans. Donc, l'huissier de justice, les familles savent qu'il y a une telle institution de l'État à laquelle il faut faire recours avant d'aller casser les pauvres populations. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est médecin après la mort? Je ne sais pas. Parce qu'il faut que le conseil soit saisi. Si le conseil n'est pas saisi,
le conseil ne peut pas réagir. Que deviennent les Maintenant qu'il y a personnes une casse et victimes, que nous on a monsieur Arsène alerté, Yaovi? Que deviennent les victimes de cette dernière oui, démolition? Est-ce que attends que la nous on se commune débrouille comme intervient on pour les peut. aider? Est-ce que le conseil consultatif intervient pour trouver une solution? Parce que vous avez bien dit que c'est des personnes, c'est des familles qui ont vécu dans ces endroits-là 35 ans, 40 ans, 45 ans, près de 50 ans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si le conseil en prévoit faire quelque chose pour ces familles. Personnellement, j'ai écrit au ministre de l'Agriculture pour demander à le rencontrer conformément à son agenda. Je n'ai pas encore eu de retour. Quand j'aurai un retour de sa part, j'irai le voir en tant que fils de Tankpé, en tant que conseiller à Tankpé, pas des difficultés des populations et voir en quoi est-ce que le conseil peut nous être utile, Vous voulez donc nous dire que soutenir face à cette pour sortir situation, la cette commune situation. de Calavi, aussi grande qu'elle soit, les autorités de la commune de Calavi n'ont pris aucune disposition pour aider les populations. Tout au moins les reloger, un tant soit peu. En fait, c'est ce que vous dites. À Parce que vous avez dit l'heure personnellement. où je vous parle, à l'heure où je vous parle, Oui. je ne suis au courant d'aucune décision prise par le maire ou le conseil municipal pour secourir les populations. Je ne suis au courant de rien à l'heure où je vous parle. D'accord. Monsieur Arsène Toutes Yaovi, les initiatives qu'il y a, soit c'est des initiatives personnelles à moi, quartier, ou d'autres bonnes volontés, et puis c'est tout. Mais le maire ou le conseil municipal, à l'heure où je vous parle, le maire et le conseil n'ont pris aucune décision, quoi que ce soit, à moins qu'il y ait de décisions prises et que je ne sois au courant. Okay. Monsieur Arsène Yaovi, ce sera la dernière question d'abord pour vous Oui, et ensuite pour Monsieur Adélacou. La plupart du temps, oui. On savait que dans nos pays, tout au moins au Bénin, il y avait cette hospitalité qui voulait au moins qu'on ait de la condescendance, qu'on ait de la compassion à des moments donnés, qu'on ait au moins qu'on ait des valeurs à promouvoir sans pour autant vouloir casser ou détruire quelqu'un comme on l'a fait. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas que notre société est en train d'aller dans la déliquescence, en train de s'auto-détruire au point où la valeur humaine, la personne humaine n'a plus de valeur pour nous? Je partage votre avis. Je suis triste. Ce que j'ai vécu, ce que nous vivons en tant que depuis quelques jours, depuis 2 semaines, j'entends, on dit à ces gens, mais ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. C'est-à-dire que les gens sont dans leur maison, dans leur chambre, et on vient les casser à 6h30 du matin. À une heure où les gens sont censés dormir. J'ai vu, pour ceux qui ne vont pas au boulot. Oui, j'ai vu, regardez bien les images, vous allez me voir avec de vieilles personnes. De vieilles personnes à la belle étoile. Il pleut, les gens sont dehors. Il y a effectivement une sorte de solidarité chez nous à Tampere, où certains offrent leur hospitalité à ceux qui sont victimes de casse et autres, tout ça. Mais toujours est-il que les gens en journée sont dans les ruines comme ça. Ceux qui peuvent récupérer les caillasses, aller les vendre, le font. Ceux qui peuvent récupérer des morceaux de briques de vieilles tôles, le font. Je comprends pas. Est-ce que notre jeunesse a un problème? Parce que la plupart du temps, c'est les jeunes en fait qui se mettent dans ces combats de parcelles, d'héritage, qui en arrivent à... Qu'est-ce qui se passe pour que des jeunes n'aient plus de respect pour les personnes âgées, n'aient plus de valeur à promouvoir? Je comprends pas. C'est triste, je ne comprends pas. Et le dit, le cas de Tankpé a été une grosse surprise pour nous. Et moi, je peux vous dire que si la veille, j'avais été alerté de l'arrivée des casseurs, que j'aurais tout fait pour empêcher ces casses-là. J'aurais tout fait pour empêcher ces casses. Nous avons tous été surpris. C'est que les autorités communales jusque-là n'aient pris aucune disposition pour venir en aide. Vous avez dit que ce n'est pas à votre connaissance, mais n'aient pris aucune disposition. Ou tout au moins n'aient échangé là-dessus. Pour venir en aide à ces victimes. Monsieur Landry... allez là, votre réponse par rapport à cette perte de valeur de notre jeunesse. Tout pour l'argent.
Malheureusement, c'est ce que l'on constate. Depuis quelques années, vous voyez que nous sommes plus dans le matériel. Dans le Donc les mercantilisme. gens adorent plus quand il y a du matériel. Et quand vous êtes un peu paresseux, ce qu'on fait, c'est qu'on se rabat sur le travail. Et qu'a déjà fait D'autres, le les papa, aînés. la maman, ou bien voilà les aînés. Donc ce que les autres ils ont fait, c'est sur cela on se rabat. Sinon, quelqu'un qui a travaillé par lui-même, qui connaît la valeur du travail, généralement, n'a pas le temps à aller mettre ses yeux dans les histoires d'héritage et consorts. Donc certains, c'est leur champ de compétence. Ils adorent les questions d'héritage. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'interpeller quand même nos autorités sur leurs responsabilités? Parce que je suis quand même choquée qu'on me dise que dans Calavi, qui est une grande commune du Bénin, qu'il n'y ait eu aucune disposition pour reloger ces personnes. À défaut, pour susciter de la compassion populaire, ou je ne sais pas, que les autorités locales n'aient pris aucune disposition. Un appel à mobilisation. Est-ce que ce n'est pas le lieu? Vous êtes activiste, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'attirer l'attention de nos autorités dessus? Vous savez, je vais encore revenir sur un élément. Pour dire que moi, au regard de ce qui s'est passé à Tampere, je constate tout simplement qu'il y a une violation de la loi un peu partout. Les gens ont violé la loi dans l'exécution de cette décision-là, c'est tout. On dit que le conseil consultatif foncier n'est pas informé. Si je dois faire foi aux propos de mon cher ami M. Yaovi tout à l'heure, le conseil consultatif n'est pas informé. L'article 528 du code foncier dit que la négociation dont nous sommes en train de parler depuis en vue du rachat est menée sous l'égide du conseil consultatif. Donc la négociation entre les parties. On apprend maintenant qu'il y a une négociation et 4 personnes ont même pu racheter. Or, on dit que la négociation est faite sous l'égide du conseil consultatif. Cela voudrait dire quoi? Que le conseil consultatif ne peut pas ne pas être informé dans le cadre d'une exécution forcée. Parce que si le conseil n'est pas informé, lorsqu'il s'agira alors d'aller à la négociation, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a moyen que les autorités judiciaires, parce qu'on sait que vous êtes manipulés, est-ce qu'il y a moyen que les autorités de l'appareil judiciaire n'aient pas informé le conseil consultatif? Partout où il y a les hommes, il y a tout. Partout où il y a les hommes, il y a tout. Et donc, ça peut arriver. Surtout les questions de oui, ça peut arriver. Surtout les questions toujours de pour foncier. l'argent. Et lorsque vous allez discuter avec les magistrats eux-mêmes, s'ils veulent être sincères, peut-être je vais vous inviter à suivre les colloques. Au moins là-bas, ils disent les réalités. Ils vont vous dire les expériences qu'ils ont vécues. Il l'a dit tout à l'heure, c'est une mafia foncière en réalité. C'est une mafia foncière et ce qui est derrière dépasse ce que nous pensons. Mais c'est ce qu'on veut régler quand on a eu le code, non? Donc, c'est des gens qui sont hyper puissants généralement, qui sont à l'ombre, que vous ne voyez pas, mais qui arrivent même jusqu'à un très haut niveau, c'est-à-dire au sommet de l'État. Et pourtant, il n'a le droit de se rendre au sommet justice. de l'État. Ce qui fait que des fois, même il peut arriver que, si je dois faire foi à ce que moi j'ai entendu, il peut arriver que le magistrat lui-même soit sous pression de ses supérieurs hiérarchiques. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais ce que moi je dis encore une fois, dans ce cas-là, que nous avons une législation, dans ce cas-là, franchement, si elle était respectée, on n'aurait pas de soucis. Bon. On dit, nous sommes en période pluvieuse, les gens sont allés casser en période pluvieuse. Ce que la loi interdit. Donc c'est illégal. Oui. On dit que le conseil consultatif est l'organe qui doit faciliter la négociation. Ce qui n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Violation. Et maintenant, nous sommes sur un territoire, nous sommes à Abomey-Calavi, où on vient faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire des dizaines de personnes à la Belle Étoile. Et la première autorité, selon les informations, n'est pas informée. C'est dangereux. Ça dit c'est dangereux sur son territoire. Mieux, cela est arrivé sur son territoire. Et nous sommes en train d'apprendre pour le moment, bon, on estime que c'est vrai, nous sommes en train d'apprendre que rien n'est fait. Oui. Ne serait-ce que pour récupérer temporairement les gens. Mais c'est ça. Quand on veut donner un visage humain, respecter la dignité humaine, parce que les droits de l'homme, c'est la dignité humaine. La dignité humaine, c'est de les récupérer d'abord, assurer leur sécurité, leur mettre quelque part qu'ils soient d'abord à l'abri. Et maintenant, les décisions qui sont prises, c'est de belles décisions. C'est-à-dire la suspension de l'exécution de la décision même. Le quintet à se saisir du dossier. Monsieur Arsène Yaoui, si vous êtes là, votre mot de fin rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier pour le sujet de ce soir. M'excuser encore une fois de plus pour le désagrément du début d'émission. Et vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec mon cher ami. Qu'est-ce que vous comptez faire prochainement pour aider ces victimes-là? Ce que je compte faire, c'est que dès ce soir, moi, j'appelle le maire pour lui dire, il faut avouer que au moment des casses, le maire était en mission en Chine, mais il est déjà rentré. Et quand le préfet venait sur les lieux, il était accompagné du premier et de la deuxième adjointe et du troisième adjoint au maire
Daboumé Calavi, qui était aussi à la préfecture avec nous. Mais comme je l'ai dit, en termes d'action ponctuelle de la mairie vis-à-vis des populations, nous n'en avons pas encore fait. Et donc, on espère. Et moi, ce soir, je vais appeler le maire et lui dire il était temps qu'on se voit et qu'on se parle pour voir Merci, ce qu'on monsieur peut faire Arsène pour Yaouri, de soulager porter le lead les de cette populations. assistance aux victimes. Monsieur Landry Angelo Adelacombe, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites et remercier surtout vos internautes également et souhaiter que notre État puisse tout faire pour que désormais les politiques publiques, l'exécution des décisions de justice, surtout en ce qui concerne la dislocation des familles et mettre les gens à la belle étoile, puissent avoir véritablement un visage humain et que la loi, le code foncier soit respecté dans toutes ses dispositions. N'oubliez pas de vous saisir du dossier pour le respect des droits de l'homme au Bénin. Léa Sénaglago, je pense que nous sommes au terme de cette émission. Oui, nous sommes à la fin. Nous allons remercier nos invités et surtout demander aux populations de ne plus rester dans le silence quand elles vivent des situations difficiles. Il faut saisir les autorités pour qu'au moment venu, on sache à qui s'apprendre et à qui donner la responsabilité d'une mauvaise décision à un moment donné. À défaut, saisir les médias, bien sûr, informer par voie de médias. C'est ce qui a aidé le cas de Womé. Voilà, pour que on leur vienne en aide. Mesdames, messieurs, merci. Ce sera tout pour ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Vous avez été nombreux à nous suivre en ligne. Merci de retrouver l'émission en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. À vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bye bye.